Bienvenue de retour pour cette dernière séance. On va parler de jeunes. Voilà ce que l'on va faire pendant cette dernière séance. La voix des jeunes. 3 sont déjà installés ici, 3 autres sont en ligne. On va voir un peu des regards croisés des activistes climatiques. 3 activistes climatiques que l'on a ici à Bruxelles et 3 autres que l'on a en ligne au Sénégal, au Burkina Faso et au Niger. Donc voilà un peu les 6 participants. Ils vont s'introduire tout à l'heure. J'aimerais juste revenir au Mentimeter juste avant qu'on a utilisé juste avant la pause. Si je peux passer au Mentimeter juste avant la pause. Non, pas encore. Ah, le voilà. Et j'ai regardé un peu, mais ce que l'on voit beaucoup comme question, quand j'ai demandé, un peu pour synthétiser la séance précédente, quelles sont vos idées pour inclure les jeunes dans cette approche holistique, demandez aux jeunes. C'est revenu plusieurs fois. Donc les jeunes sont ici, maintenant, on les a parmi nous, et donc on va pouvoir leur demander leurs idées, mais peut-être aussi approfondir un peu ce qu'il y a derrière pour voir un peu les nuances que l'on pourrait trouver. Et est-ce que c'est si facile que ça d'être jeune de nos jours? Je pense que ça, c'est une question qui pourra s'affirmer intéressante. Nous avons en ligne 3 personnes. Nous avons Ndeye Maya Dieng, Sakina Bawa et Nia Sidoni Ouattara. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Et comment allez-vous? Vous êtes? Ça va, Dieu merci. Et je ne sais pas encore qui vous êtes, juste pour avoir pour moi, c'est surtout pour moi, comme ça je sais à qui j'ai affaire au moment, parce que j'ai déjà les noms, le reste des participants ne l'ont pas encore, mais oui. C'est Sakina du Niger, Sakina Bawa du Niger. Bonjour Sakina. Bonjour. Bon, en attendant, parce qu'on a un ordre aussi, on a 3 organisations en fait. Les 3 personnes que l'on a en ligne ont été... c'est un peu une histoire, c'est la ministre qui tire, de l'aide au développement, qui aurait dû être ici, mais qui, à cause de maladie, a dû s'absenter, qui a voulu que les jeunes soient présents à la COP 27. Et elle a demandé, par le biais des Nabel, de trouver des jeunes qui pourraient être présents à la COP 27 d'ici quelques semaines pour que leur voix soit entendue aussi à la COP 27, et non seulement entendue, mais pour qu'ils aient aussi une certaine influence sur ce qui se passe, une influence, une certaine, oui, de pouvoir vraiment, ce qu'en fait Daniela Tilbury a dit hier, ce que les jeunes veulent, c'est non pas seulement se faire entendre, mais aussi pouvoir changer le cours de ce qui se décide, d'avoir un peu cette influence. On a donc, ça c'est les trois personnes que l'on a en ligne. On a du Forum des jeunes, 2 personnes, donc Lino qui est ici, et Célène de l'autre côté, qui est en fait un organe porte-parole des jeunes de 16 à 30 ans, si je ne m'abuse, belge, hein, le Forum des jeunes belges. Et nous avons Jutta, qui parlera en anglais, mais qui est du projet Big Global, qui a été donc aussi présenté dans une des sessions juste avant, de l'éco-citoyenneté en Belgique. Lino, je vais commencer par vous pour vous présenter. Je sais pas si on m'entend. Ouais, je pense qu'on m'entend. Oui, Lino Paoletti. Je suis au Forum des jeunes. J'ai le mandat de délégué ONU pour la biodiversité. Et donc j'essaye de porter ces questions, d'aller récolter la voix des jeunes sur ces questions pour essayer de la porter au niveau politique national ici en Belgique, mais aussi à l'international au travers des conférences onusiennes, donc notamment la COP 15 sur la biodiversité qui aura lieu en décembre. Voilà, pour faire très, très bref, c'est mon rôle au Forum des jeunes. Et donc c'est du bénévolat aussi, il faut le savoir quand même. Donc c'est de l'engagement en plus d'un travail en général qu'on a sur le côté en étant jeune travailleur.
Jeune travailleur depuis combien de temps déjà, maintenant? Même pas un an, mais bientôt. Merci, merci Lino Paoletti. On va passer à Jutta alors. Bonjour, je vais parler en anglais parce que français c'est trop difficile pour moi. Hi everyone, I'm Jutta. I'm from Alarm Cards for Action. We are a climate action collective with people from all over the world, especially Nigeria, India, the United States, the UK and Belgium. And we want to change the policy of the COP27 by sending postcards to world leaders. And we also want to influence them in other big events, such as the World Economic Forum. Great, thank you very much. Bonjour Ndeye, est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est bon, je vous reçois. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah, on a une connexion. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Je me présente, c'est Ndeye Maïga. Je suis étudiante en master de biotechnologie végétale et microbienne. Je suis également jeune volontaire pour l'environnement, section Sénégal, où je suis chargée de tout ce qui est partenariat. Et j'ai été également nominée déléguée à la COP27 en tant que jeune représentante du Sénégal dans le groupe des jeunes du Sahel. D'accord. Et vous allez aussi aller à la COP27, est-ce correct? Oui, Et oui, c'est ça. et qu'est-ce que vous espérez obtenir de la COP27? Bon, déjà, nous, on a un side event à animer là-bas. D'autant plus que c'est la première fois qu'on organise un COP en Afrique, si je ne me trompe pas. Donc, j'espère vraiment que la jeunesse africaine sera présente et qu'on pourra faire passer nos doléances. D'accord, d'accord. Merci bien. Sakima, vous nous entendez? Vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Vous me recevez? Oui, parfait. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, juste pour savoir aussi, pour nous tous, qui vous êtes, et ce que vous faites et pourquoi vous êtes ici? D'accord, je me présente. Je suis Momomba Osekina. Je suis nigérienne. Je suis étudiante actuellement en changement climatique et transformation du monde rural dans le programme de WASCAL, West African Science Center for Climate Change and Land Use. Je suis aussi jeune activiste pour le climat. Je suis membre de plusieurs clubs de l'environnement ici au Niger, notamment JVE pour l'environnement et ici au Niger, et aussi un peu des associations qui travaillent dans l'environnement. Je sais pas, je vais un peu parler de la COP. On a été aussi, j'ai été aussi sélectionnée pour la COP 27 pour représenter le Sahel, parce que là, on parle du Sahel. Donc, dans quelques semaines, on va représenter le Sahel. On va faire entendre notre voix en tant que jeunes, en tant qu'activistes aussi pour la justice climatique, parce que disons que nous, les jeunes, on empathise beaucoup, on a beaucoup de problèmes avec le changement climatique. Donc, je pense que c'est un peu ça le problème. Sinon, c'est un peu tout moi comme ça. D'accord, merci. Merci Sakima. Peut-être encore une question. Vous êtes activiste. Quelle est la dernière activité que vous avez faite en tant qu'activiste pour faire avancer pas pour faire avancer le changement climatique, mais pour faire avancer pour résoudre, pour faire avancer la cause. Voilà. Non, là, on ne vous entend plus. Non. Vous m'entendez maintenant? Oui. C'est parfait oui, maintenant. Donc la dernière activité qu'on a eu à faire, c'est que c'était la caravane climatique. C'est des caravanes qu'on mène chaque année avant la COP. Donc il y a des caravanes nationales, il y a des caravanes continentales aussi. Donc c'était la dernière activité qu'on a eu à faire juste, je pense que ça s'était passé du 10 au 15. Donc on était un groupe de jeunes, on partait faire la caravane dans chaque région du Niger. Donc, je pense que ça, c'est juste la dernière activité qu'on a eu à mener. Ça, c'est juste l'activité avant la COP, quoi. D'accord.
D'accord, merci beaucoup. On va passer à Célène, aussi du Forum des jeunes. Il doit fonctionner, hein, non, pas besoin de... Vous m'entendez là? Oui. Ok, super. Bonjour, donc moi c'est Célène, je viens aussi du Forum des jeunes comme Lino, je suis déléguée Dialogue Jeunesse européen. C'est un processus participatif qui dure 18 mois. Là, on est déjà à la moitié de notre cycle et on est au 9e cycle du Dialogue Jeunesse européen. Mes sujets de travail sont donc l'Europe inclusive et la durabilité. Je travaille particulièrement sur les thématiques qui sont liées à l'information, l'éducation et l'accès aux infrastructures. Et récemment, nous avons fait des consultations au niveau national, desquelles je vais parler peut-être plus tard. D'accord. Merci, merci. On a 3 thèmes en fait que j'aimerais un peu parler, que j'aimerais un peu échanger avec vous. D'abord les compétences, au niveau des compétences. De quelles compétences a-t-on besoin? Après, peut-être aussi ce que la conférence vous a donné. Que voyez-vous émerger dans cette conférence? Est-ce que ça vous pose plutôt, est-ce que ça vous ravit, ou est-ce que vous dites ah non, il y a quand même encore du sérieux travail à faire? Et troisième, peut-être votre engagement même, votre engouement pour cette activité climatique. Première question par Mentimeter que je pose à des gens qui peut-être, certains peut-être sont encore des jeunes, mais d'autres pas du tout. En vous regardant vous-même, quelle est la compétence que vous auriez aimé apprendre en tant que jeune, que vous n'avez pas, que vous avez apprise que beaucoup plus tard? Quelque chose que vous vous dites, ah oui, ça aurait été une compétence que j'aurais vraiment dû avoir, en fait, que j'aurais dû avoir maintenant. Que j'aurais dû voulu avoir en tant que jeune. Leadership et assertivité, comment rester jeune plus longtemps, le system thinking, hein, la pensée critique, comment vivre de manière plus durable, beaucoup plus de confiance en soi-même, le changement, la situation actuelle du climat. Ce qui est intéressant, ce n'est pas vraiment une compétence, et quelque chose que l'on sait déjà depuis au moins 50, 60, voire plus. Être entendu, l'écologie, là à nouveau, la pensée critique, l'advocacy, le mot français m'échappe. Voilà, le plaidoyer, merci. Je vais demander à un des trois, est-ce que c'est quelque chose que vous reconnaissez ou pas? Est-ce que c'est quelque chose où vous vous dites, ah ça c'est des compétences dont on a besoin maintenant, en étant jeune, pour pouvoir faire avancer la cause du climat? Qui aimerait réagir là-dessus? Jutta, vas-y. Well, yeah, I agree. Like, it's definitely something we as young people try to achieve. About the current situation of this climate crisis, the urgency, I would say that's something that is really important to learn as young people, but take in account that we are from a different time, in the sense that we are living now in a time where there is a lot of awareness for this, while I think for some people in this room who were younger, the media and other educational systems were not picking up on this theme. Which also means that it's very important in education today to focus on the urgency of the climate crisis. So in that sense, I'm hopeful, but also not hopeful because it's not enough right now. Okay, and what is the competence, what is the skill behind that you think, that's what we need, that's what I have, that I can bring into this discussion to kind of... Good question. I think the first competence you need for this is have an open mind and be eager to learn. And I think that's something that's sometimes easier for young people. And I would encourage everyone who is not young anymore to keep learning and keep your mind open for these things. Yeah. Yeah.
So open mind, eager to learn is something he said. How to stay young. That would then be kind of the thing that you need to do in order to stay young. Yeah. Célène, I au will niveau do des it in English compétences. if you don't mind. So I agree completely with Yuta, and I would like to add on a funnier note, I wish that I recognize that decision makers are mere mortals, and sometimes we as young people kind of are impressed by them, but we shouldn't be, and it should be kind of a power tool that we use. We shouldn't be impressed by ourselves about what we do as a young generation already and what has not been done in the past. I mean, look at this weekend, there's a climate strike on Sunday. So I think we should all be impressed by our own work and continue on that. And I also wish that we would stop the greenwashing. Okay, what is greenwashing? For me is, let's say when the decision makers or any other public figure gives the impression that they're doing something good for the climate, whether, I mean, in the backstage the effects are kind of devastating. Now, Daniela yesterday kind of said, okay, greenwashing, we should stop that in education because it also happens there. Yes. Almost saying that many of the projects that we have seen these 2 days, you might ask yourself, is this greenwashing or not? Are we doing enough there? How do you? I mean, greenwashing can be, oh yeah, you know, it's kind of you're picking up the litter. That's kind of greenwashing, and you can on the scale of greenwashing, you can say no, this is greenwashing, and above that it's fine, or you can say no, this is greenwashing, and above that it's fine. Do you see what I? Yeah, but I wouldn't put a scale on greenwashing though, because I think greenwashing overall is bad. Okay. Yeah. Yeah. So it's all yeah. So we really have to be careful not to go Yes, into that I think greenwashing, so. kind of doing that transformational type of. Okay. Yeah. Do actions. Yeah, yeah, yeah. Alors, je vais voir, je sais que Ndié, vous nous entendez? Oui, c'est bon, je vous reçois. Oui. Alors, au niveau des compétences dont les jeunes ont besoin aujourd'hui, quelle est pour vous la compétence principale quand on parle aussi de cette cause climatique, de tout ce changement qui va à une vitesse incroyable? Quelles sont les compétences dont... Alors pour moi, c'est déjà commencer par comprendre c'est quoi le changement climatique. Parce que ce qui est un peu désolant, c'est qu'il y a des zones, et même en Afrique, où les gens croient toujours que le changement climatique, c'est quelque chose qui n'est pas dans la zone où ça touche plus l'Occident ou autre part, alors que les réalités sont là. Donc du coup, pour moi, pour qu'on puisse traiter les questions de changement climatique, il faudrait vraiment qu'on dise aux gens que c'est là, c'est une réalité, qu'on donne aussi des preuves palpables. Il y a beaucoup de gens quand même qui ne comprennent pas ce concept. Ça parle de changement climatique, ça parle de COP, mais au fond, est-ce que les gens comprennent c'est quoi exactement? D'accord. D'autant plus que c'est un peu de l'injustice du moment où il y a des gens qui sont plus touchés que d'autres. Après, c'est pas forcément des gens qui vont à l'école ou ce n'est pas quelque chose qui est intégré dans nos systèmes éducatifs. Du coup, peut-être trouver des solutions par rapport à ça. Mais il faudrait vraiment que les gens comprennent c'est quoi le changement climatique et comprennent également les enjeux. Alors, cette compréhension est bien sûr une première étape, j'imagine, mais est-ce que cela va assez vite d'après vous? Ça reste beaucoup du moment où les gens peuvent comprendre, mais il n'y a pas forcément l'action derrière. Du coup, c'est comment inciter les gens à se dire, tiens, les risques sont là, nous sommes tous exposés. Comment on peut faire pour soit atténuer, soit s'adapter par rapport à ça? Du moment où ce sont plus les deux axes qui sont développés quand on parle de changement climatique. Du coup, également inculquer chez les gens comment mettre des actions qui peuvent nous aider à limiter les risques du changement climatique. D'accord. Merci. Sakina, Oui. pour vous, quelle est la compétence dont les jeunes ont besoin aujourd'hui pour faire avancer la cause climatique? Bon, pour moi, je pense je vais un peu rejoindre ce que Maya a dit. Il faudrait un renforcement de capacité des jeunes. Il faudrait renforcer leur capacité en termes de connaissance de changement climatique parce que, en fait, la base, c'est les jeunes, en fait. On sait que plus de la moitié de la population mondiale
c'est que des jeunes. Donc, du coup, je pense que pour résoudre ou pour réduire les impacts des changements climatiques, il faudrait investir dans les jeunes, renforcer les capacités en matière de technique, en matière de connaissances, en matière de finances aussi, parce que c'est eux qui montent, maintenant c'est eux qui montent les projets, mais il faudrait aussi leur apprendre à monter des projets durables qui tiennent compte de l'environnement. Donc, je ne vais pas trop parler, je pense qu'il faut juste maximiser sur le renforcement des capacités des jeunes. D'accord, donc investir dans les jeunes. Est-ce qu'on vous écoute suffisamment? En matière d'écouter ou en matière de voix du Sahel, je pense que ça va pour le moment avec la participation ces dernières années des jeunes. De plus en plus, on assiste à une croissance ou à une augmentation de voix de jeunes. Parce que maintenant, actuellement, on a beaucoup de jeunes qui s'investissent ou bien qui sont dans l'activisme du changement climatique ou de l'environnement. Donc, je pense que ça va. Il y a espoir. D'accord, d'accord. Et encore une question, parce que vous avez parlé de caravanes climatiques. Quels moyens utilisez-vous pour vous déplacer? Bon, pour le moyen de déplacement, là, on utilise un bus pour nous amener. D'accord. Parce que là, il faudrait se déplacer et la distance est un peu loin. Sauf que une fois dans la région, comme les villages sont un peu à côté, on fait les villages à pied, en groupe, avec des pancartes, des banderoles, des t-shirts, voilà, pour attirer l'attention des gens et faire savoir la cause de cette caravane. D'accord. Et je ne vous ai pas entendu encore parler, par exemple, des compétences dont vous auriez besoin, mais c'est quelque chose que j'ai posé aussi ici dans la salle, des compétences dont vous auriez besoin pour pouvoir vous adapter au changement climatique qui va de plus en plus vite. Moi, quand j'étais jeune, l'adaptation, ce n'était pas encore une question parce que c'était encore tellement loin. Mais pour vous, c'est vraiment... Donc, comment est-ce qu'on peut... Quelles sont pour vous donc les compétences dont vous auriez besoin pour pouvoir vous adapter rapidement? Bon, pour pouvoir m'adapter rapidement, bon, là, c'est le problème de changement climatique. C'est un truc incontrôlable. Ça vient à tout moment, sauf qu'il faut se préparer d'abord psychologiquement à faire face à toute situation. Déjà, il y a les montées de la température. Ici au Niger, il fait très chaud. Donc, du coup, déjà, on est au Sahel, on est presque habitué avec la température. Mais quand ça augmente, déjà, on est en train de voir comment s'adapter avec peut-être les énergies renouvelables. Parce que là, quand il fait chaud, il faudrait chercher à rafraîchir l'endroit. Donc, là, on est en train de voir comment peut-être se tourner vers les énergies renouvelables afin de s'adapter. Parce que là, c'est le seul moyen. On ne peut pas continuer à utiliser quelque chose qui peut nous nuire. Donc, il faudrait chercher déjà une solution qui est peut-être durable, qui peut atténuer les choses. Et on pense que la solution qui est là, c'est peut-être d'utiliser les énergies renouvelables, de réduire les émissions, parce qu'on ne va pas contribuer à augmenter aussi les émissions. Donc, moi, en tant que jeune actuellement, je fais plutôt la promotion des énergies renouvelables. Déjà, je fais déjà mes études sur ça. Donc, disons que je suis en train de me préparer psychologiquement pour ça. D'accord, d'accord. Donc, c'est aussi une sorte de préparation psychologique au fait que le monde va être beaucoup plus invivable, surtout dans certains endroits, quand on pense aussi au Sahel. Donc, le fait de pouvoir se préparer à ça, et j'imagine aussi d'engager la conversation sur ce genre de thématique. Entre-temps, sur le Mentimeter, vous voyez que j'aurais fait une question que vous voudriez éventuellement demander aux jeunes, mais donc je l'ai ouvert sur une question différente. Qu'aimeriez-vous demander aux jeunes quand on parle d'éducation et de changement climatique? On n'a pas encore parlé d'éducation, on va en venir, mais je passe à Lino. Au niveau de l'adaptation, quelles sont les compétences nécessaires? Qu'est-ce que vous pensez être nécessaire vous-même, sachant que ce climat change à grande vitesse, grand V? En fait, pour revenir un peu sur ce qui a été juste avant, sur l'ouverture d'esprit et la capacité, les capacités à s'émerveiller de ce qu'il y a autour de nous, d'apprendre toujours. Je pense que c'est très important vu que on sait bien qu'on ne va pas s'en sortir, nous, en tant qu'humains, tout seuls, face au changement climatique. On a besoin de se reposer sur les solutions basées sur la nature, comme on les appelle. Et donc je pense que
toujours ouvert à mieux comprendre ce qui nous entoure pour mieux travailler avec lui, avec le vivant qui nous entoure pour s'adapter aux conséquences du changement climatique et aux autres crises. C'est quelque chose dont on a cruellement besoin et dont on manque énormément, comme on va le voir et qu'on va en parler juste après dans l'éducation. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi personnellement, je fais partie d'une génération où rien que comprendre comment poussent les choses, c'est peut-être pas quelque chose qu'on nous apprend encore vraiment quand je vois les savoirs un peu plus des générations juste avant nous, de vraiment comprendre au final c'est con mais le cycle des plantes et peut-être du coup savoir comment est-ce qu'on va pouvoir nous mettre les mains un peu dans la terre à une échelle aussi plus locale pour avoir de la résilience quoi. Et est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi maintenant Du coup maintenant moi j'ai pris personnellement ce chantier en charge mais je trouve que ça devrait être Et comment comment est-ce que je peux voir ça formation naturaliste pour ma part. D'accord. Donc voilà, comprendre un peu les interactions entre les différentes sphères du vivant pour mieux comprendre de manière générale et intuitive en fait aussi, suivant les sujets qui nous intéressent plus de manière personnelle, comment en fait essayer de faire avec le vivant au lieu de juste se dire que c'est une entité qui n'existe presque pas, sur laquelle on se repose pour extraire de la richesse entre guillemets matérielle. Et de quelle manière est-ce que ça vous aide dans par exemple, en tant que délégué, vous avez dit pour l'ONU, pour la biodiversité, comment est-ce que ça vous aide? Quels sont les apprentissages que vous faites en mettant les mains dans la terre? Comment est-ce que cela se traduit dans la voix que vous avez dans ce forum? Du coup, pour recentrer vite fait, on a fait une enquête sur l'éducation à l'environnement, donc je pense qu'on va peut-être juste en reparler après. Mais en fait, par exemple, là, nous, on était un peu partis sur l'idée, est-ce que on va devoir, en fonction de l'avis des jeunes, réformer les programmes scolaires, par exemple. D'accord. Donc voilà, c'était un peu l'idée de base. Et au final, on s'est rendu compte avec la voix des jeunes qu'on a récoltée et avec les idées, avec cette idée un peu de se rapprocher, de se reconnecter au vivant, que ce qu'il fallait peut-être, c'était plutôt une pédagogie active, comme on disait juste avant, d'être vraiment pas qu'on nous dise que le vivant s'effondre et comment est-ce qu'on peut le sauver en consommant du circuit court, mais peut-être avoir un potager à l'école pour comprendre c'est quoi en fait la production de nourriture et pourquoi est-ce que si ça vient de la déforestation amazonienne, évidemment c'est problématique, mais aussi comment est-ce que nous on fait pour faire localement chez nous et comment est-ce qu'on peut comprendre ce qu'on est amené à détruire sans le comprendre actuellement. D'accord. Voilà. Alors, il y a un souci avec la présentation, donc... Pas de souci. non, je sais pas si parce que vous aviez dit on va en venir plus tard. Je n'en suis pas sûr, en tout cas pas au niveau de la présentation. Je aimerais réagir. Yeah, I would like to add maybe something. I think there are two things that are very important in being able to adapt to climate change. First of all, is a network of people who you feel safe with and have the same ideas, because it's so scary what's coming and what's happening already. I mean, it's 20 degrees right now. We're October. This is not normal. I'm scared today. And the second thing is something, there has to be enough mental health support for everyone. So I think the government and schools and all public organizations play a big role in this, because we will need more psychologists, we'll need more people who will try to not make us all depressed, because when you all are depressed you won't change anything, because then it makes you feel how do you say that, like you don't want to change anything because you don't have the energy for that. So we need a good balance between mental health stability so that we can change and hopefully change enough. Are we able to do that? Because that's a lot. We have to change the way we kind of operate, less kind of this extracting way, more natural way. We are getting very anxious, you're getting scared basically, so eco-anxious. So we need more psychologists, we need people kind of doing things with plants. Are we able to make that change? Are you confident in that? You're asking me, I'm just a 21-year-old girl. I think, I don't know actually, but I think we should keep trying to make a change, and I'm hopeful in the sense that a lot of people are trying to do that, but I'm also worried because it's not changing fast enough, and a lot of people and companies who are in power are not willing to make that change because they are going to lose their jobs or going to lose their power position. I'm thinking about big companies as Shell, or I'm thinking about world leaders as Bolsonaro, but I'm also thinking about the Belgian government, for example. So yeah, we would be able to change this, but I don't know the people in power if they are willing to change that. Okay.
I'm almost tempted to ask, what would you need in order to get this heard to them? What would we need to make it heard to the politicians? A network and a platform. That's also why we're here, I think, to make our voices heard. And in Belgian case, I'm often thinking a different political system where we can have more direct votes and have more have more say in who is gonna lead us, because now we only choose the parliament. We don't choose the ministers who have the most power to change things, but that's maybe from a really political perspective now. Okay, so and then the role of education in this? How would you kind of educate the people now, the young? What do they need in order to? Well, I think they need a lot of things, but first they need a political system that funds courses about climate change and society, which I think is a bit changing now. I've heard that in secondary schools there are more courses now about society and climate change. And then we need, of course, just a lot of teachers and people who are educated enough to teach this subjects. Yeah. Okay. Pour vous, on parle un peu, Jutta a parlé aussi un peu de pouvoir influencer la politique, de pouvoir influencer ces décisions relatives aux questions environnementales et climatiques. Est-ce que vous avez été formé pour... est-ce que vous avez été... est-ce qu'on vous a amélioré ces capacités? Est-ce qu'on vous a développé ces capacités? Ou pas du tout? Est-ce que vous vous sentez capable de le faire? D'influencer aussi la politique, les décideurs en fait. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas une... en tout cas, on n'est pas vraiment connecté aux décideurs. Mais ce qu'on peut faire, en fait, c'est de sensibiliser les gens de notre entourage à travers les sessions de formation qu'on donne. Parce que moi-même, l'année passée, j'ai été formée en plaidoirie, donc sur le changement climatique. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris parce qu'il y avait des thèmes quand j'entendais parler d'adaptation, d'atténuation. Ce n'était pas forcément des thèmes que je comprenais. Mais avec cette formation-là, ça a été du coup, on a même fait des capsules vidéo pour expliquer un peu. D'autant plus que pour moi, les plaidoyers seront plus plausibles venant de la part de la couche la plus vulnérable que sont les enfants et les jeunes. Donc, sans influencer les décideurs politiques, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non du moment où on n'est pas vraiment en contact direct avec eux. Mais l'essentiel, c'est toujours d'avoir une bonne masse qui puisse faire entendre sa voix. Pour moi, c'est le plus essentiel. Parce que parfois, les décisions politiques aussi, ce n'est pas forcément la même vision qu'on a nous. Oui. Mais toujours, on peut toujours faire entendre notre voix, donc par la sensibilisation, par les plaidoyers. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est bon parce que là, au Sénégal, on a intégré quand même des programmes d'environnement, pas forcément liés au changement climatique, mais qui quand même vont permettre aux enfants et aux jeunes de porter quelques petits messages. Et je crois que l'impact sera plus à grande échelle. D'accord. Et comment est-ce que vous avez appris les premières bases sur le changement climatique? Où et quand? Est-ce que c'était il y a longtemps ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu un peu plus tard? Bon, je dirais plus tard. C'est vrai que j'ai juste 22 ans, mais après, moi, je me dis que j'aurais pu avoir ces notions-là bien avant, peut-être à l'école ou dans les formations. Et ce qui m'a aidé quand même, c'est quand j'ai intégré l'organisation des jeunes volontaires pour l'environnement, parce que là-bas, j'ai beaucoup appris en termes d'environnement en sens global et en termes de changement climatique en particulier. Donc, c'était une formation qu'on avait fait avec Plan International. Donc, ils nous expliquaient un peu les concepts d'adaptation, d'atténuation, de risques, de catastrophes, de prévention de dommages. Et c'était ça, et c'était intéressant. Après, on s'était formé même des groupes pour voir comment nous, à notre niveau. Parce que c'est vrai que les formations, après, il y en a, mais c'est le suivi qui manque. Du coup, on avait créé un groupe, il y avait des sous-groupes.
Donc, chacun avait mis un plan d'action en communication digitale. Parce que c'était la période où on approchait pratiquement de la COP26. Il n'y avait personne d'entre nous qui était parti. Du coup, on s'est dit, mais tiens, si on ne parle pas, nous avons les réseaux sociaux. C'est ça notre atout. En fait. Du moment où on peut faire porter nos messages, parce qu'il y a les décideurs qui sont là-bas, tu as des pages où tu peux laisser quelques commentaires. Du coup, on s'est dit, mais c'est une bonne idée du moment où on peut faire passer des messages de plaidoyer par ces Oui, donc réseaux-là. vous vous retrouvez en fait dans une situation dans laquelle où le système actuel n'apporte pas nécessairement, ou n'apporte même pas les questions, même si vous voulez vous investir dedans, etc., au niveau donc des connaissances du changement climatique, mais aussi après des formations derrière, aussi par exemple pour plaidoyer, pour pouvoir savoir comment rentrer en contact, mais aussi les influencer au niveau des décideurs politiques. Nia est avec nous, à nouveau. Je regarde. Oui. Est-ce qu'on vous entend? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, on a réussi. Bravo. Ouais. Enfin. Courte présentation. Comment avez-vous appris le changement climatique? Quand est-ce que vous avez été en contact au niveau de l'éducation avec le changement climatique? Ok. Bon. Déjà, je suis leader d'association et je suis environnementaliste de formation. Donc, du coup, lorsqu'on parle de changement climatique, je l'ai appris dans mes cours à l'université où ma formation, c'est l'environnement, où nous avons eu à décortiquer certaines notions de l'environnement, les impacts sur l'environnement, ce qui influence l'environnement aujourd'hui, les pratiques de l'homme qui détruit, qui pollue l'environnement. Donc, je peux dire que c'est entre autres et ces informations qui m'ont fait savoir que nous sommes en train de partir dans un processus de changement climatique. Merci. D'accord. Et Nia, est-ce que vous en voulez aux adultes de ne pas vous avoir donné plus sur le changement climatique, de ne pas vous avoir... Parce qu'il faut tout découvrir, il faut découvrir comment se débrouiller avec les décideurs, il faut vraiment se mettre les mains dans la terre. Bon, vous l'avez peut-être fait en tant qu'agronome, mais bon, il y a énormément de choses à développer pour les jeunes. Est-ce que vous en voulez aux adultes? Bon, en vouloir aux adultes, non, parce que ça dépend de tout un processus. Peut-être qu'ils ne nous ont pas inculqué très tôt les notions à apprendre pour protéger l'environnement. Mais nous, jeunes, nous sommes conscients aujourd'hui du changement climatique et nous avons décidé de prendre les bâtons à main et d'inculquer ça à nos jeunes frères, de pouvoir discuter, mettre en action certaines activités pour permettre à nos jeunes frères et de pouvoir avoir des notions sur le changement climatique. Ces notions de base que nous n'avons pas eues à la base, nous n'avons pas pu avoir ces notions dès le début. Nous luttons pour pouvoir mettre en pratique ces notions et pouvoir enseigner nos jeunes frères. D'accord. Donc vous, d'accord, très bien. Donc vous voulez vraiment faire avancer cette cause. Célène, est-ce que vous en voulez aux adultes à la génération précédente? Non, pas du tout, parce que je pense que chaque génération a ses propres problèmes et qu'on apprend des générations passées. Donc je pense qu'on devrait plus se focaliser sur le futur. Non, c'est tout un processus d'apprentissage. D'accord. Et au niveau de l'éducation, qu'est-ce qui est nécessaire maintenant? Alors, oui. Parce qu'il y a quelques problèmes quand même. Impliquer les décideurs politiques en est un. Le fait de ne pas être en contact avec la nature ou de ne pas avoir été suffisamment en contact avec la nature en est un deuxième. Peut-être même que les connaissances sur les changements climatiques qui sont apprises ne sont pas suffisantes. Quel que soit le niveau, peut-être même, que l'on a donné. Oui, il y a certains points à aborder. Pour répondre à votre question, je dirais que déjà qu'on doit vulgariser un peu l'éducation et apporter beaucoup d'attention au changement climatique. Donc ça doit être vraiment inscrit, je pense, dans le curriculum, dans le parcours scolaire. On doit avoir un cours à part entière sur ça. Donc on ne peut pas juste le nier. Je pense qu'il est déjà un peu trop tard, mais voilà. Et ensuite, je pense que, lié à ça, si les élèves, les étudiants en général ou les jeunes voyaient de manière beaucoup plus concrète le lien, l'impact qu'a le changement climatique sur le long terme, ils seraient beaucoup plus intéressés à apprendre sur le changement climatique que si on en parle comme ça, juste un cours donné un vendredi après-midi.
Voilà. Oui, Et- d'accord, mais on a parlé aussi un peu d'approche holistique, hein, donc en fait, Voilà. il faut tout lier l'un à l'autre donc en fait, il faut que ça soit impliqué il faut que ça soit dans tous les curriculums, que ce soit langue, maths, etc. Ouais, Il je faut pense bien, oui. changement climatique, il faut que ça soit dans tout. Exactement. Et que ce soit lié aussi, bon, l'un ne va pas sans l'autre. Le changement climatique va aussi avec la question de justice sociale. D'accord. Donc c'est de nouveau un sujet sensible, politique, etc. Mais on ne peut pas juste tirer la question de la justice sociale en voulant parler du changement climatique. D'accord. Il y a encore une question du public. Quelle est la place des jeunes en dehors du circuit éducatif face au changement climatique? Can you translate the question? What is the place of youth out of the education system in climate change? En fait, ça me fait penser pour mon rôle de mandat de délégué pour la biodiversité, je fais partie du Global Youth Biodiversity Network. Donc c'est vraiment le réseau un peu international des jeunes pour la biodiversité, avec lequel on défend l'éducation transformatrice, on appelle ça. Donc en fait, c'est justement dans cette idée de dépasser le fait que l'éducation, c'est juste l'éducation formelle. Voilà, on a plus ou moins appris quand même que en fait, beaucoup de notre éducation ne se fait évidemment pas qu'à l'école, que tous les réseaux un peu qu'on a en dehors de l'école, que ce soit avec le sport, que ce soit avec un bête entre guillemets groupe d'amis avec lequel on va faire du sport de notre côté, ou avec qui on fait de la musique, ou parce qu'on est dans une maison de jeunes, une maison de quartier. On pense que là, il y a aussi énormément vraiment un grand rôle à jouer. Et par exemple, je sais qu'en Belgique, en tout cas dans la région wallonne, il y a les maisons des jeunes, il y a toute cette dynamique de maisons des jeunes vertes, je pense qu'ils appellent ça. Donc c'est aussi, ça par exemple, c'est très important parce que dans la région d'où je viens, du côté en dessous de Namur, tous les jeunes vont dans la maison des jeunes le vendredi après-midi, le week-end pour faire la fête. Ces questions n'ont jamais été ne serait-ce qu'abordées. On y va vraiment dans un côté festif. Ici, s'il y a cette dynamique en plus, donc en dehors de la sphère d'éducation formelle, de par exemple faire des camps un peu nature, de par exemple, tout bêtement, il y en a qui font du marché un petit marché avec des producteurs locaux pour récupérer des sous, pour monter leurs événements. C'est une manière implicite de nous relier à ces questions-là et de faire en fait des projets, des actions concrètes qui sont quand même qui sont au moins aussi intéressants que d'avoir l'approche formelle de pourquoi est-ce que les gaz à effet de serre augmentent, pourquoi est-ce que c'est lié aux activités humaines. Je pense que c'est hyper important de le savoir, mais il y a aussi la dimension un peu au-dessus. Donc relier le conceptuel à l'action, ce qu'on peut faire sur le terrain exact. Au quotidien. Ouais, et c'est vraiment une demande des jeunes qu'on ressent de plus en plus. En fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu blasés en fait. C'est assez contradictoire parce qu'on trouve qu'on parle pas assez du changement climatique, je pense ici en tout cas. Et en même temps, quand on demande aux jeunes, ils nous disent en fait ça commence déjà un peu à nous bassiner. Peut-être parce qu'en fait on leur dit regardez c'est le bordel, mais en fait vous n'avez rien à faire dessus parce que vous ne pouvez pas rentrer facilement en contact avec les politiques, parce que vous ne savez pas ce que vous pouvez faire à votre échelle, parce que vous êtes entouré de pubs, etc. Et donc il faut vraiment qu'on arrive à trouver le juste milieu entre éduquer formellement, mais aussi donner des outils pratiques pour se sentir acteur de ce qu'on doit faire. D'accord, très bien. Jutta. I would like to add something about the balance between formal education and informal education. So I work at the Green Office in the University of Ghent, and we are now trying to make a student-led class course happen at the university where students teach each other, which is a sustainable way of teaching, because then the students who have to prepare the class are preparing them, and then the others are listening to them. But these courses are like consistent out of a lot of workshops, interactive things. And we are doing this also in summer. We have summer schools where we do things about climate change and like animal welfare. And I also believe in these things, although they are more formal, because a lot of people are in these formal structures already, because you have to do that. So I also believe that young people can make a difference there, and not only in the informal way. Yeah. Okay, thank you very much, Jutta. Sakina, pour vous, quelle est la place des jeunes en dehors du circuit éducatif face au changement climatique, hein? Quelle est pour vous, donc Lino et Jutta ont un peu élaboré là-dessus de leur côté, mais quand on parle au niveau Sahel, quelle est pour vous donc la place des jeunes en dehors du circuit formel de l'éducation?
Donc, pour moi, je pense que en tant que jeune du Sahel, actuellement, la place des jeunes, c'est vraiment la jeunesse occupe une place très importante au Sahel parce que actuellement, beaucoup de projets ont avancé, beaucoup de choses ont avancé à cause des jeunes parce que les jeunes se font entendre. Donc, en dehors même de l'éducation, même qui se fait même au sein même des écoles, de l'éducation au changement climatique et tout, il y a aussi l'engagement des jeunes dans beaucoup d'activités, notamment dans la lutte contre les émissions, dans la lutte de la protection de l'environnement. Parce qu'on est à peu près tous conscients ces derniers temps avec la promotion. C'est le cas des caravanes qu'on est en train de faire parce que c'est pas tout le monde qui est au courant des changements climatiques. C'est pas tout le monde qui a eu la chance de connaître c'est quoi le changement climatique à l'école. Donc, grâce à ces caravanes, grâce à des activités qu'on mène, on tire l'attention des jeunes et ils arrivent à découvrir en fait c'est quoi le changement climatique et c'est quoi ses impacts et surtout comment être résilient face à ce changement. Oui, d'accord. Donc voilà, donc on a parlé un peu, on en arrive presque à la fin de cette séance, on a parlé un peu donc des compétences dont vous avez besoin, on a parlé aussi de l'impact sur les décideurs politiques, on a parlé un peu, donc voilà un peu les deux gros éléments dont on a parlé hein, et tous les problèmes avec lesquels l'éducation en ce moment que vous avez reçu mais que vous pensez nécessaire aussi pour le futur. 6 solutions, une par personne. Que faire? Oui, j'en demande qu'une, hein, Célène. Juste une. Mais si vous regardez vraiment dans votre cœur, si vous dites, ah, mais ça, c'est vraiment ce qu'il faudrait qu'on fasse, ou peut-être même que les gens dans cette salle devraient faire pour pouvoir, ne serait-ce que résoudre en partie ce challenge, ce défi du changement climatique, que ce soit au niveau du plaidoyer, que ce soit au niveau des mains dans le sol, d'apprendre à connaître la nature, je ne sais pas, mais juste une question, une réponse par personne. Et entre-temps, j'ai lancé aussi le Mentimeter, une dernière question. Combien comptez-vous sur les jeunes pour résoudre le problème climatique? Donc ça, c'est pour vous, la salle. Combien comptez-vous sur ces jeunes-ci pour résoudre le problème climatique? Et entre-temps, je vais passer Lino en premier. Une réponse, une solution. Quelle serait-ce? Une solution plutôt concrète, vu dans le cadre dans lequel on est ici, donc par rapport, je pense que c'est génial d'écouter les jeunes. On a dit aussi qu'il faut pas juste les écouter, mais les impliquer dans la décision, donc c'est très bien. Mais je pense qu'il faut donner les moyens aussi en fait de le faire, et ça c'est pas encore quelque chose qui est en place, donc ça prend du temps de s'investir. Pour les jeunes, donc on parle d'égalité aussi, enfin de lutte contre les inégalités. Pour les jeunes qui sont un peu en dehors du circuit classique et privilégié dans lequel, en tout cas moi, je me sens. C'est compliqué de faire entendre leur voix alors qu'on aimerait bien il n'y a pas d'écologie sans justice sociale, donc on doit inclure ces jeunes-là aussi. Donc d'une certaine manière, une solution en une phrase, pour moi, ce serait valoriser le temps que des jeunes ou des moins jeunes peuvent dédier à la lutte contre le changement climatique de manière très large, que ce soit avec de l'investissement politique, avec des projets concrets, avec, voilà, je pense que ce serait une bonne manière. D'accord, donc écouter les jeunes et leur donner les moyens de pouvoir le faire. En tout cas, de nous donner les moyens de pouvoir les écouter. Oui, exact. D'accord. Nia, une réponse, une solution, quelle serait une solution à apporter? Pour moi, une solution à apporter, c'est permettre aux jeunes de pouvoir s'impliquer, de pouvoir décider également, donner leur contribution aux décisions du changement climatique. Déjà, c'est bien vu parce que les jeunes sont en train de financer les jeunes pour participer à la COP. Il y a plein de jeunes qui aimeraient participer. Cela n'est pas encore possible. Si on finance les jeunes afin de pouvoir prendre des grandes décisions, ça c'est impliquer la jeunesse. À vous entendre comme ça, il faudrait peut-être avoir une COP sans les autres, juste des jeunes. Peut-être que ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes. Non, pas. Non, pas totalement la jeunesse, mais impliquer la jeunesse, donner des responsabilités à la jeunesse. Oui. Peut-être prendre comme l'âge moyen des participants à la COP et voir si on arrive à la baisser de quelques années pour avoir un peu plus d'équilibre. Jutta. I'm agreeing with all these solutions. So it's hard to find another one, but I would say become a climate activist too, in that sense. Also spread the information that everyone needs to hear and give us the platform what we need, but also
give everyone the platform they need, because in the end we're all in this together, although that sounds a bit cliche, but yeah. And if you bring that to the education, what would then be the solution? Well, I think spreading information is education too. As a parent, for example, bring your children to the places they need to be. Yeah. When I learned about climate change, that was because my parents brought me to the Song of the Climate from Nick Balthazar in 2010. That's the first time I learned about climate change. If they wouldn't have brought me there, I maybe would never have known until I was 18, because there was no climate change courses in secondary school. So, yeah. Great. Okay, thank you very much. Ndeye, quelle solution est-ce que vous aimeriez apporter pour les gens ici, autant au niveau de l'éducation que le changement climatique, ce défi commun que l'on a? Alors déjà, moi, je dirais juste créer un impact à plus grande échelle en passant par les jeunes. Et quand je dis en passant par les jeunes, c'est déjà renforcer l'éducation à l'environnement et plus précisément au changement climatique. Et comme les autres m'ont dit, leur permettre d'être dans les instances de décision. Du moment où ils sont la couche la plus vulnérable, et je crois que maintenant, ils sont au courant, parce que parfois, quand tu vois les rapports, selon tous les derniers du groupe GIEC, ça se voit que les jeunes vraiment sont impactés. Et rien que pour ça, je pense qu'ils devraient faire partie de la solution déjà, parce qu'il y aura de petites actions qui peuvent mener par le reboisement, par la sensibilisation. Ce ne sont pas des moyens qui coûtent cher, mais qui peuvent impacter de façon positive et à très grande échelle. Donc pour moi, vraiment, c'est déjà de renforcer leur capacité dans tout ce qui est notion de changement climatique et leur donner aussi les moyens de passer à l'action. D'accord, merci. Donc renforcer cette éducation au niveau du changement climatique. Merci Ndeye. Sakina, quelle est pour vous la solution à apporter pour tous ces experts dans la salle qui sont au courant du changement climatique et de l'éducation? Alors, pour moi, la solution, je vais un peu rejoindre mes collègues, c'est surtout l'autonomisation des jeunes. Il faut autonomiser les jeunes. Donc, il n'y aura pas une seule solution, il y aura sûrement plusieurs solutions. Donc, la question était un peu compliquée. Donc, je vais juste souligner qu'il faut autonomiser les jeunes dans la prise des décisions. Quand je parle d'autonomisation, c'est de la prise des décisions aussi et aussi de le renforcement de capacités. Donc, je pense que ce sont les deux solutions qui rejoignent une solution. D'accord. Merci beaucoup, Sakina. Juste encore une question pour approfondir. Et au niveau de l'éducation, qu'est-ce que cela demande pour autonomiser les gens? Bon, ça demande des moyens techniques et des moyens financiers surtout. Parce que pour autonomiser les gens, il faudrait des moyens techniques, c'est-à-dire il faut leur donner des formations, comment les autonomiser, comment ils peuvent devenir indépendants et prendre des décisions qui peuvent aider non seulement eux, mais aussi beaucoup de communautés et beaucoup de jeunes comme eux. Parce que les jeunes sont très vulnérables. Donc, il faudrait renforcer leurs capacités en termes techniques et en termes financement. D'accord. Merci beaucoup, Sakina. Et pour terminer, Célène. Pour boucler le tout, je vais approfondir ce que Lino a dit. Je dirais qu'il faut prendre les jeunes au sérieux. Et d'un autre côté, ce serait chouette si on donnait de l'espoir aux jeunes. Donc, parler beaucoup plus. Je fais référence aux médias. Si on abordait beaucoup plus les bonnes news au niveau de l'environnement, donc je pense que ça ferait vraiment très très plaisir pour le moral, pour tout le monde, mais aussi surtout pour les jeunes, pour qu'on garde espoir et qu'on continue notre combat pour combattre le changement climatique. D'accord, donc qu'on essaye aussi de donner de l'espoir. Voilà, exactement. Voilà. Et j'en reviens au Mentimeter donc, que vous aviez, si je peux l'avoir. Vous allez voir que la plupart des personnes ici trouvent que la responsabilité est aussi autant la leur que celle des jeunes. Donc je pense que c'est un peu aussi ce qui ressort beaucoup de ce que vous avez dit. Je vous remercie beaucoup. Je remercie donc Lino, Ndeye, Jutta, Sidonie, Sakina et Célène. Voilà, on va clôturer. On va arriver à la fin. Merci beaucoup. On va clôturer et Stéphane Pluma, directeur général de l'APF qui est ici avec nous, avait ouvert, entre autres, et
pour clôturer aussi cette séance. Ces 2 journées. Allez-y, venez. Non, vous pouvez rester assis. On laisse les jeunes assis. Et voilà. Écoutez, mettez-vous un peu... Non. Il faut vous... Devant, un peu plus devant. Oui. Ah oui. Bien sûr, dans ce cas, on peut mettre... voilà. Mais comme ça, c'est bien. Je suis très content d'être au milieu des jeunes. Voilà. On va vous aider d'être vraiment aussi... Vous savez, dans tout jeune, il y a un vieux ou une vieille en devenir. Mais dans tout vieux, il y a un jeune qui parfois s'est endormi et qui parfois ne demande qu'à se réveiller. Qu'est-ce que vous... je voudrais presque en revenir. Je crois que c'était Goethe qui avait dit ça. Donc cette ouverture d'esprit et cette capacité d'émerveillement qui devrait revenir, je crois, oui. pour nous tous. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces 2 jours? C'est la diversité des solutions ou des expériences qui sont menées pour tenter de contrer les changements climatiques, ou en tout cas d'essayer de les maîtriser. Il y a une foison d'expériences qui sont tentées partout dans le monde. Et ma question par rapport à ça, c'est comment, au terme de cette journée, allons-nous capitaliser tout ce qui a été dit aujourd'hui pour le faire rentrer dans une dynamique de gestion de la connaissance qui va être bénéfique pour l'ensemble des acteurs en tout cas l'ensemble des acteurs de la coopération, au premier rang desquels les membres d'Educade. Comment nous allons capitaliser tout ça en termes de gestion de la connaissance, parce qu'il y a toute une série de choses fort intéressantes, toute une série d'expériences fort intéressantes qui ont été menées, qui sont menées... Je disais dans mon introduction hier que ce qu'il fallait éviter, c'est de mettre en avant les fantasmes, nos fantasmes ici de gens, en tout cas du Nord, pour être plus à l'écoute des solutions qui peuvent être construites sur le terrain. On en a eu de bons exemples cet après-midi, notamment toute l'expérience menée par... Je cite celui-là, mais je pourrais en citer d'autres, hein, ne soyez pas jaloux les autres, mais tout ce qui était développé par l'espace Texas Bilombo, qui est quelque chose qui m'a tout à fait ému presque. Ému. Voilà, et donc on a vu qu'il y avait des choses qui étaient construites sur le terrain, avec les communautés, avec les jeunes, et c'est ça, qu'il faut mettre en évidence. Alors il y a une autre chose qui m'a marqué, et on en a encore la preuve maintenant avec vos interventions. On questionne le politique, on questionne l'éducation, mais on ne questionne pas, ou à peine, Daniela l'a évoqué d'une manière, elle n'a pas mis le focus dessus, enfin, il ne fallait peut-être pas mettre le focus, mais qui s'en rappelle, la dimension du système économique et du système financier, qui a une bonne part de responsabilité dans la crise dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, on est le 21 octobre 2022. Le 1er octobre 1972, donc il y a 50 ans, était publiée la première version du rapport Meadows. Le rapport Meadows, intitulé « Les limites de la croissance », tiens, on n'a pas parlé de croissance non plus comme facteur négatif sur les changements climatiques. Donc, le rapport Meadows décrivait le scénario qui nous est encore en deçà, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Tous les 10 ans, il a été mis à jour. Il a été mis à jour en 1992, il a été mis à jour en 2004. Sa dernière mise à jour, c'est en 2012. Tous les 10 ans, quoi, à peu près. Qu'avons-nous fait? Pas grand-chose. Pourquoi n'avons... Alors, ça, c'est la première question. Pourquoi, depuis 50 ans, alors que les choses sont claires, décrites d'une manière scientifique, pourquoi n'avons-nous rien fait? Quand je dis nous, c'est
toute notre communauté. Derrière tout ça, évidemment, il y a toujours des lobbies, les lobbies du système économique, évidemment, qui étaient épouvantés par les conclusions du rapport Meadows. Et on n'a eu de cesse que d'essayer de le mettre sous cloche pour que ça ne fasse pas trop de bruit. Et puis, on a, comme d'habitude, fait de la contre-propagande, finalement, contre ce rapport. Parce que finalement, tout ça est construit. Dans l'histoire économique de l'humanité, des points de bifurcation. Quand on regarde, par exemple, la voiture, aujourd'hui, on essaie de limiter la voiture, etc. Mais au début du siècle, du siècle passé, évidemment, au début du XXe siècle, et ça, il faut le savoir. Il faut en être conscient pour voir comment on peut démonter ces mécanismes-là. Donc je reviens Alors aujourd'hui, on dit ah oui, non, la voiture, il vaut mieux le remplacer par les transports en commun. Mais l'ordre naturel des choses au début du XXe siècle, c'était les transports en commun. Dans toutes les villes des États-Unis, il y avait des compagnies de transports en commun. La plupart des gens se déplaçaient en transport en commun. À ce moment-là, se construit l'industrie automobile. Et que va-t-elle faire, cette industrie automobile, pour assurer sa croissance, pour assurer les profits, un profit maximum pour les gens qui investissaient dans cette industrie? Eh bien, elles vont se mettre en consortium. Donc, les grosses entreprises américaines, je parle de l'Amérique, mais on a vu ce que ça a donné aussi ici, 30 à 40 ans plus tard. Elles se sont mis en consortium, ont fondé une grosse entreprise de transport en commun. Elle a racheté toutes les entreprises de transport en commun pour les fermer. Et c'est pour ça qu'on est dans des sociétés où le tout à la voiture est promu. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence? Tout le monde a une voiture par ménage, il y a 3 à 4 voitures. Est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires pour le bien-être? Fondamentalement, je ne pense pas. Mais dans la tête des gens, on leur a dit « ma voiture, c'est ma liberté. Si vous n'avez pas de voiture, vous n'êtes rien socialement. » Donc, voilà, ça c'est un exemple de construction d'un mythe qui est négatif par rapport au changement climatique. Et c'est à ça qu'il faut que nous réfléchissions tous, jeunes comme moins jeunes. Voilà. Donc, et ne pas oublier cette dimension économique et cette dimension financière qui pourrit le monde. Aujourd'hui, on a tout financiarisé. On a financiarisé le travail, on a financiarisé les gens, on a financiarisé la nature et on financiarise aussi le climat, notamment dans des dynamiques de greenwashing. Et, bon, oui, je vais juste demander aux jeunes de réagir à ce discours. Est-ce que vous avez... Lino, il s'était presque endormi, non ou pas? Non. Pourquoi Okay. Je suis tout à fait d'accord. Dans le micro. Mais juste pour faire une phrase, si on pouvait enseigner la décroissance à l'école, ce serait parfait. Enseigner la décroissance à l'école, Goethe. Oui, il y a quelqu'un qui applaudit dans la salle, donc il y a du... I think I understood what you were saying, but I'm not 100% sure. But I think we absolutely can't forget the big structures that you are saying economically. So we need to be aware and educate people about that too, so that they can change these structures. À Sakina, alors. Non plus. Ah, Sakina, on nous entend. Mais... Oui. Voilà. Alors là, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, c'est qu'il faudrait peut-être se concentrer sur l'éducation. Et puis, voilà, il faudrait aussi surtout encourager les jeunes parce que ces derniers temps, c'est pas trop facile. Nous, les jeunes, la lutte pour le changement climatique, contre le changement climatique, c'est-à-dire la justice climatique, c'est pas trop facile. Des fois, on se retrouve un peu agressé ou intimidé, donc du coup, on n'est pas trop encouragé. Donc, il faudrait aussi penser à ce côté pour encourager les jeunes à vraiment militer pour le climat. D'accord. Merci beaucoup. Stéphane, le lien avec l'éducation, peut-être.
alors, il faut bien être conscient d'une chose, hein, c'est que l'école, le système éducatif, est un produit historiquement. Ça vient de la révolution industrielle au début du 19e siècle. On avait besoin de gens formés pour mettre en route les entreprises. Avant, moins. Pourquoi ? Parce que l'économie était basée quasiment exclusivement sur l'agriculture. Et l'agriculture, ça prenait où ? Mais dans les familles d'agriculteurs. Et ce dont on avait besoin pour les entreprises, pour la production, ça se faisait dans les familles d'artisans. Hein, le savoir artisanal à tous les niveaux était transmis au sein des familles, de père en fils, de mère en fille, etc. À partir du début du 19e siècle, éclate la révolution industrielle portée par la révolution de la transformation de l'énergie, hein, charbon vers la vapeur et puis vers l'électricité. Et là, on va avoir besoin de gens qui sont formés. Il faut comprendre comment fonctionne, pour conduire une locomotive, il faut comprendre comment fonctionne la locomotive, il faut pouvoir lire des instructions, les comprendre, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que, quelque part, l'école est un miroir aussi du monde de l'entreprise et du monde économique. Heureusement qu'il y a des enseignants qui sont conscients de cela et qui essayent aussi de contrebalancer cela. Et c'est l'éternelle dialectique qu'il y a entre éducation, instruction, formation technique et professionnelle. D'accord. Et ce qu'on constate aujourd'hui, en tout cas, moi, pour ce que je connais, j'ai encore 2 gamines, une de 13 ans, une de 8 ans, je vois que dans les écoles, voilà, il y a des professeurs qui éveillent à une conscience environnementale chez les enfants, mais ce n'est pas suffisant, il faut le faire aussi dans les familles, ce n'est pas seulement... et ça, je l'ai dit aussi dans mon introduction, ce n'est pas seulement dans les écoles que ça se passe, c'est aussi au sein des communautés. Il faut articuler les deux. J'avais donné un exemple à ce moment-là. Ah, ouais. Mais donc, il faut encourager, et ça, c'est vraiment... On parlait d'espoir. Moi, j'ai une gamine de 8 ans. Ça, je le répète... Vendredi, 5h15. On va quand même penser à clôturer un peu. Eh bien, je suis très heureux parce que son institutrice a aussi un certificat de guide nature et elle emmène régulièrement ses enfants dans le bois qui est tout proche de l'école pour pas seulement... pour être en contact avec la nature, pas seulement pour travailler sur ce qui est spécifique aux connaissances de la nature, mais aussi pour faire autre chose. L'école du dehors, c'est quelque chose de riche, c'est quelque chose de bon pour la santé des enfants, parce qu'ils ne sont pas enfermés dans une classe, et même en faisant autre chose, ils sont au contact de cette nature dont ils peuvent percevoir le pouls. D'accord. Merci. Voilà. Oui, alors je vais terminer. On va terminer. Hein. Oui, on va terminer. Oui, on va terminer. Je ne vais pas vous imposer ça. Mais avant de terminer, je crois qu'il faudrait dire un grand merci à toute l'équipe, hein, oui. à Ruben, à Mareille, à toute l'équipe technique, à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à l'organisation de ces 2 demi-journées fort inspirante. Donc, bravo Educed, bravo Mareille, bravo Ruben. Merci. Bravo. Merci aussi à Enabel.